Regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez, de la peau de votre main à l'écran sur lequel vous regardez cette vidéo, est une combinaison différente des mêmes 3 blocs de construction de la matière. Protons, neutrons et électrons. Maintenant, regardons un peu plus loin, disons sur Mars, ou la galaxie d'Andromède, ou même à mi-chemin à travers l'univers observable. Et encore, il y a de la matière faite de protons, de neutrons et d'électrons, aussi loin que l'œil peut voir. Au début, cela peut ne pas sembler si surprenant. Mais pour une fois, le mystère ici n'est pas que nous avons vu quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer, mais plutôt que nous n'avons pas vu quelque chose que nous attendions. Un univers tout aussi rempli d'antimatière. Je suis Alarion, et vous regardez Astronomia. Rejoignez-moi aujourd'hui alors que nous explorons le monde de l'antimatière et apprenons ses interactions avec d'autres particules, et même avec la gravité. À la fin de cette vidéo, vous serez probablement d'accord pour dire que l'antimatière est un peu étrange, mais vous verrez également pourquoi certains physiciens sont frustrés qu'elle ne soit pas assez étrange. Mettons d'abord une chose au clair. Bien que cela puisse sembler sortir tout droit de la science-fiction, l'antimatière est très réelle. Elle constitue une partie essentielle du modèle standard de la physique des particules. Et des particules d'antimatière ont été observées dans des expériences depuis près d'un siècle. La toute première détection d'antimatière remonte à une expérience de 1932 menée par Carl D. Anderson à Caltech, en utilisant une chambre à brouillard immergée dans un champ magnétique. Lorsque des particules chargées venant de l'espace, largement appelées rayons cosmiques, interceptent l'orbite de la Terre et traversent cette chambre, le champ magnétique courbe leur trajectoire selon la charge et la masse de chaque particule, et les nuages montrent une empreinte visible de leur trajectoire résultante. Anderson espérait que cette expérience aiderait à déterminer quel type de particules arrivaient sur la Terre depuis le cosmos, et il a peut-être trouvé un peu plus que ceux qu'il avait prévus. Ce qu'Anderson a vu, c'est que ces rayons cosmiques comprenaient à la fois des particules chargées positivement et négativement. Les masses des particules chargées négativement correspondaient exactement à la masse connue d'un électron, mais certaines des particules chargées positivement étaient bien trop légères pour être des protons. Au lieu de cela, elles semblaient avoir également la masse d'un électron, malgré leur charge opposée. Et ainsi, ces particules jamais vues auparavant ont été appelées anti-électrons, ou plus tard positrons en abrégé. En 1936, Anderson remporterait le prix Nobel de physique pour cette découverte. Pendant ce temps, un physicien britannique, également destiné à remporter un prix Nobel, avait développé une description des électrons qui s'insérait parfaitement dans le cadre de la théorie quantique des champs. Son nom était Paul Dirac. En 1928, Dirac avait réalisé que pour décrire les électrons comme des champs quantiques d'une manière physiquement cohérente avec la relativité restreinte, ils devaient faire partie d'une structure mathématique plus large, connue plus tard sous le nom de spineur de Dirac, qui donnait inévitablement naissance à des versions à la fois chargées positivement et négativement de la même particule. De cette façon, Dirac avait prédit l'existence des positrons, avant même qu'Anderson ne construise la chambre à brouillard qui les détecterait 4 ans plus tard. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que les électrons ne sont pas les seules particules fondamentales à venir dans un paquet 2 en 1, spineur de Dirac. D'autres particules de matière, comme les quarks qui composent les protons et les neutrons, ont chacun leurs propres contreparties antiquarks. Ces antiquarks peuvent se rassembler pour former des antiprotons et des antineutrons, qui peuvent ensuite se lier avec des positrons pour former des antiatomes et des antimolécules. Vous pourriez créer une planète entière d'antimatière, et de l'extérieur, elle ressemblerait beaucoup à une planète ordinaire faite de matière ordinaire. Mais si l'antimatière était trop similaire à la matière, si la seule différence était le signe de sa charge, alors il serait impossible d'expliquer pourquoi notre univers contient autant de l'une et si peu de l'autre. Ce mystère cosmique, connu sous le nom de asymétrie baryonique de l'univers, a envoyé les physiciens dans une quête de plusieurs décennies pour essayer de trouver autant de différences qu'ils le pouvaient entre la matière et l'antimatière. Cette quête continue aujourd'hui, dirigée par des collisionneurs de particules au CERN, capables de produire, piéger et étudier à la fois des positrons et des antiprotons. Mais avant de parler de ces expériences, essayons de résumer ce que nous savons déjà sur les propriétés de l'antimatière. En étudiant les antiparticules en isolation, les expériences ont confirmé avec une précision toujours plus grande que leurs propriétés intrinsèques, à savoir leur masse,
sont exactement les mêmes que pour les particules ordinaires. Et en étudiant comment les antiparticules sont affectées par les forces électromagnétiques, les expériences ont encore une fois montré qu'elles se comportent exactement de la même manière que les particules ordinaires, sauf avec la charge électrique opposée, tout comme Anderson l'avait observé dans sa chambre à brouillard. Mais l'électromagnétisme n'est qu'une des 4 forces fondamentales de la nature, aux côtés de la gravité et des forces nucléaires faibles et fortes. Et à mesure que les physiciens ont mieux compris la force faible dans les années 50 et 60, ils ont réalisé que les particules et les antiparticules sont en fait affectées par celles-ci de manière assez différente. La première surprise était que les particules ordinaires ne pouvaient ressentir la force faible que si elles étaient gauches et que les antiparticules ne pouvaient la ressentir que si elles étaient droites. Le concept de chiralité est subtil et difficile à conceptualiser pour les particules ayant une masse. Mais une analogie lâche peut être faite avec l'hélicité d'une particule, qui décrit si une particule est en spin-up ou en spin-down le long de sa direction de mouvement. Dans cette analogie, une particule en spin-up est appelée droite, tandis qu'une particule en spin-down est appelée gauche. La deuxième surprise, encore plus folle, était que les antiparticules droitières ressentaient une force faible différente par rapport aux particules gauchères ordinaires. En pratique, cela signifie que les probabilités quantiques pour la désintégration radioactive dans les noyaux ordinaires sont quelque peu différentes des probabilités des processus de désintégration analogues dans les antinoyaux. Cette asymétrie fondamentale entre particules et antiparticules a été observée pour la première fois dans une expérience de 1963, dirigée par James Cronin et Val Fitch de l'Université de Princeton, qui recevraient un autre prix Nobel pour leur découverte. Lorsque cette asymétrie a été découverte, il y avait un espoir qu'elle expliquerait l'asymétrie baryonique de l'univers. Peut-être que ces différences dans la force faible étaient responsables de l'abondance de matière et du manque total d'antimatière autour de nous. Mais les mathématiques n'ont pas tout à fait fonctionné. Il n'y avait tout simplement pas assez de différence entre la force de la force faible agissant sur les particules par rapport aux antiparticules. C'est alors que les physiciens ont commencé à tourner leur attention vers la force nucléaire forte. Les modèles théoriques prévoyaient que, tout comme dans l'interaction faible, il devrait y avoir des différences dans la façon dont les particules gauchères et les antiparticules droitières ressentent la force forte. Mais l'antimatière continue de nous surprendre. Chaque expérience à ce jour suggère que la force forte traite les particules et les antiparticules de la même manière. Cela nous amène à la dernière des 4 forces fondamentales et au sujet des expériences en cours aujourd'hui au CERN, la gravité. Pour être honnête, suggérer que la gravité pourrait traiter la matière et l'antimatière différemment est un coup de dé. Pensez à la légende populaire de Galilée, lançant des pierres de différentes tailles et matériaux depuis la tour de Pise. Elles tombaient toutes au même rythme, car l'accélération gravitationnelle sur Terre est de 9,8 mètres par seconde carrée, quel que soit l'objet qui tombe. Bien sûr, l'expérience fonctionne encore mieux dans une chambre à vide, où la résistance de l'air est éliminée de l'équation. Newton a développé cette idée et a montré au XVIIe siècle que votre accélération gravitationnelle n'importe où dans l'espace dépend uniquement de la masse de l'objet qui vous attire et de votre distance par rapport à celui-ci, mais pas de vos propriétés personnelles, pas même de votre propre masse. Ce résultat célèbre, connu sous le nom de principe d'équivalence, est la fondation de la théorie de la relativité générale d'Einstein, notre modèle de gravité le plus précis et réussi à ce jour. Cela dit, la physique reste une science expérimentale à son cœur, et nous ne pouvons pas savoir avec certitude si la matière et l'antimatière obéissent aux mêmes lois de la gravité, à moins que nous ne vérifions par nous-mêmes. Les physiciens du CERN ont entrepris de le faire, motivés non seulement par l'asymétrie baryonique de l'univers, mais aussi par quelques articles spéculatifs suggérant que les mystères cosmologiques de la matière noire et de l'énergie noire pourraient être expliqués plus facilement si l'antimatière avait une charge gravitationnelle négative, ou, pour faire simple, si l'antimatière tombait vers le haut, plutôt que vers le bas. Il y a plusieurs expériences en cours au CERN, testant les propriétés gravitationnelles de l'antimatière, y compris Aegis, GBR et Alpha. Aujourd'hui, nous nous concentrerons spécifiquement sur une expérience clé menée par le groupe Alpha, qui a été publiée dans la revue Nature en septembre dernier. Après des décennies de suppositions,
Cette expérience nous a apporté des données réelles sur l'accélération gravitationnelle de l'antimatière à la surface de la Terre. Mais avant de vous montrer les résultats, prenons un moment pour apprécier à quel point cette expérience a été conçue de manière complexe pour isoler et mesurer les effets de la gravité. La première étape de l'expérience consiste à sécuriser un faisceau de plusieurs millions de positrons par seconde, émis par un isotope radioactif de sodium, Na22. La plupart de ces positrons finissent par entrer en collision avec la matière ordinaire dans l'expérience, causant de petites explosions dans lesquelles les positrons et les électrons s'annihilent mutuellement et libèrent une petite bouffée d'énergie sous forme de lumière. Mais une petite fraction des positrons survit alors qu'ils sont guidés à travers l'appareil expérimental, où ils sont refroidis par des gaz à basse pression et piégés par des champs électriques et magnétiques. Mais observer les effets de la gravité sur ces positrons serait presque impossible. Leurs masses sont si petites que la minuscule force de gravité ressentie par chaque particule est éclipsée par les moindres fluctuations des champs électromagnétiques environnants. C'est pourquoi cette collection de positrons est fusionnée avec un conteneur séparé d'antiprotons, où ils se lient et forment des atomes d'antihydrogène neutres beaucoup moins sensibles aux champs électromagnétiques parasites. Et d'où viennent les antiprotons? Disons simplement qu'ils ont été produits en tirant des protons ordinaires dans un bloc de métal à une vitesse vraiment rapide. Oui, la physique est géniale comme ça. Une fois les atomes d'antihydrogène créés, ils se comportent comme de petits aimants faibles, qui peuvent rester piégés par une disposition complexe de champs magnétiques externes. Mais maintenant, cette interaction magnétique est suffisamment faible pour qu'elle ne submerge plus les effets gravitationnels que nous essayons de mesurer. La chambre contenant ces atomes d'antihydrogène est presque un vide. Il y a environ 200 000 atomes de gaz ordinaire par centimètre cube contre une densité atmosphérique typique de 20 quintillions d'atomes par centimètre cube. Dans ces conditions, les atomes d'antihydrogène piégés ne se heurtent presque jamais ou ne s'annihilent pas avec des atomes de matière ordinaire. Au lieu de cela, ils peuvent plus ou moins flotter dans la chambre pendant des minutes ou plus. Mais à mesure que les champs magnétiques utilisés pour piéger verticalement les atomes d'antihydrogène sont affaiblis, cette flottation aléatoire permet finalement aux atomes d'antihydrogène de s'échapper, soit par le haut, soit par le bas de la chambre, où ils peuvent entrer en collision avec une paroi de l'appareil, s'annihiler avec des atomes ordinaires et libérer une petite bouffée de lumière. Dans l'expérience alpha, cela se produit sur environ 20 secondes. La théorie derrière l'expérience est que si la gravité attire réellement l'antimatière vers le bas, plus d'atomes d'antihydrogène s'échappent par le bas que par le haut. Plus la force gravitationnelle est forte, plus d'atomes s'échappent par le bas. Les simulations effectuées par l'équipe alpha ont montré que sous l'attraction gravitationnelle normale, environ 85% des atomes d'antihydrogène devraient s'échapper par le bas, tandis que seulement 20% d'entre eux s'échapperaient par le bas si la gravité attirait l'antimatière vers le haut. S'il n'y avait pas de force gravitationnelle du tout, les simulations ont montré une distribution plus uniforme de 55% s'échappant par le bas, probablement seulement différente de 50% en raison des asymétries de l'appareil expérimental lui-même. Qu'a révélé l'expérience réelle? Eh bien, environ 75% des atomes d'antihydrogène se sont échappés par le bas de la chambre, montrant une préférence claire pour une gravité attirant vers le bas. Comme tout scientifique rigoureux, l'équipe alpha a répété cette expérience pour collecter une variété de points de données qui racontent une histoire plus complète. Ils ont refait la procédure sous différents niveaux de biais de champs magnétiques, qui appliquaient des forces magnétiques externes vers le haut ou vers le bas sur les atomes d'antihydrogène. Sur ce graphique, un biais de -1 G signifie qu'une force magnétique suffisante est appliquée pour contrebalancer la gravité normale, tandis qu'un biais de +1 G signifie qu'une force magnétique supplémentaire de G est appliquée pour pousser les atomes d'antihydrogène vers le bas, et ainsi de suite. L'équipe a fait des prédictions à travers des simulations pour chaque biais et pour diverses interactions gravitationnelles possibles, ce qui a produit les courbes oranges, vertes et violettes montrées ici. Comme vous pouvez le voir, les points de données expérimentaux, montrés en bleu, correspondent le mieux à la courbe orange, qui représente la simulation normale où la gravité attire l'antimatière vers le bas.
Mais comme les données se situent juste un peu en dessous de cette courbe, l'accélération gravitationnelle la mieux adaptée était de seulement 0,75 grammes, 3/4 de la force de gravité agissant sur la matière ordinaire. Cela signifie-t-il que la gravité affecte la matière et les particules d'antimatière différemment après tout? Pas nécessairement. Jetons un coup d'œil rapide aux barres d'erreur. Elles indiquent qu'il y a deux principales sources d'incertitude dans les résultats, y compris une incertitude dans le biais appliqué. Surligner les barres d'erreur horizontales à l'écran, des erreurs possibles dans l'alignement et d'autres incertitudes systématiques et statistiques. Surligner les barres d'erreur verticales pour ces trois dernières. En tenant compte de ces incertitudes, l'accélération gravitationnelle la mieux adaptée est en réalité rapportée comme étant de 0,75 grammes plus ou moins 0,13 grammes plus ou moins 0,16 grammes. Cela signifie qu'une accélération gravitationnelle complète de 1G est encore assez cohérente avec les données collectées. Les expériences futures pourront déterminer plus précisément comment la gravité agit sur l'antimatière. Mais nous pouvons déjà exclure les théories spéculatives qui reposent sur l'idée que l'antimatière tombe vers le haut plutôt que vers le bas. En fin de compte, malgré la bizarrerie du monde de l'antimatière, il semble que seule la force faible s'applique différemment aux particules et aux antiparticules. Mais expliquer l'asymétrie baryonique de l'univers nécessiterait des différences beaucoup plus drastiques entre les deux, donc les scientifiques n'ont pas fini de les chercher. Pourriez-vous accepter qu'avoir autant plus de matière que d'antimatière autour de nous soit une simple coïncidence? Quoi qu'il en soit, faites-nous savoir si vous avez appris quelque chose de nouveau sur l'antimatière en regardant cette vidéo, et si c'est un sujet sur lequel vous aimeriez en savoir plus. Merci d'avoir regardé. Vous aimerez peut-être mes autres vidéos dans cette playlist.